Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 septembre 2025 et notre cher ami Laith Marouf de Beyrouth est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Laith. Ravi de vous retrouver, Tsima. Merci de m'accueillir. Et s'il vous plaît, rendez-vous sur freepalestine.video et soutenez ce que fait Laith. Ce qu'il fait là-bas est énorme. Il rapporte directement du terrain, il va sur place, il observe, et il rend compte de ce qui se passe au Liban, dans le sud du Liban. Il y a aussi des journalistes qui viennent du Liban, Laith. N'est-ce pas le cas? Oui, nous travaillons partout au Liban, et nous avions une équipe en Cisjordanie. Nous avons dû arrêter la production pendant un certain temps, car la vie de chacun devenait trop dangereuse. C'est même plus dangereux que de produire ici. Donc, nous essayons de trouver un moyen de produire à nouveau du contenu depuis la Cisjordanie, sans mettre la vie de tout le monde en danger là-bas. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour aider la vidéo à toucher un plus large public. Laith, ce qui s'est passé avec l'attaque israélienne contre le Qatar était totalement inattendu. Quelles en sont les implications? Quels sont les résultats, les conséquences politiques et géopolitiques de ce qui s'est passé au Qatar? Eh bien, nous avons vu les déclarations du Qatar, puis de l'Arabie saoudite, puis de la Jordanie, tous des pays que les avions israéliens ont dû survoler pour attaquer le Qatar. Tous condamnant cela et affirmant qu'il fallait agir. Mais souvenez-vous, les défenses aériennes de la Jordanie, du Royaume saoudien et du Qatar avaient toutes repéré ces avions. Les États-Unis possèdent également l'une de leurs plus grandes installations radars de la planète, dans le sud de la Palestine, dans le désert du Negev. Ainsi, le mouvement de ces avions a été suivi tout au long du trajet. Donc, que le Qatar prétende ne pas avoir su que cette attaque allait avoir lieu, ou que les Saoudiens, les Jordaniens ou même les États-Unis affirment ne pas avoir su que cette attaque allait avoir lieu, ce n'est pas crédible. C'est une vraie plaisanterie. Je veux dire, regardez, les avions ravitailleurs britanniques et américains sont partis d'Al Udeid, la base américaine au Qatar, et ont ravitaillé ces avions israéliens alors qu'ils bombardaient le Qatar, et alors qu'ils revenaient du bombardement du Qatar, puis ils ont atterri de nouveau à Al Udeid. Voyez donc, et nous savons que les défenses aériennes qataries auraient été utilisées pour abattre des missiles iraniens dirigés contre la base d'Al Udeid. Alors, où étaient ces défenses aériennes qatariennes? Les défenses aériennes saoudiennes, les défenses aériennes jordaniennes et les défenses aériennes américaines présentes au Qatar. Il faudrait être naïf pour croire que ces États n'étaient pas impliqués dans cette attaque. Et souvenez-vous, Trump a invité la direction du Hamas à négocier sur sa nouvelle proposition à Doha, au Qatar. Ils sont venus parce qu'on leur avait dit de venir négocier un cessez-le-feu. Et que se passe-t-il? Apparemment, Israël attaque sans prévenir personne. Franchement, soyons sérieux. Pour moi, tout cela n'est que mise en scène. Mais ce que cela nous montre, c'est que d'un côté, cela signifie que la direction de la résistance palestinienne à Gaza n'a pas encore cédé ni capitulé. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'un dirigeant issu du Hamas ou d'autres groupes comme le Djihad islamique palestinien et d'autres membres de ce bloc est assassiné, un nouveau prend la relève et le résultat est le même. Cela nous indique, cela signifie que la direction du Hamas n'allait pas se rendre. Les États-Unis voulaient les écarter. Et maintenant, avec l'assassinat d'Ismail Haniyeh auparavant et la direction du Hamas au Liban, en Syrie et ailleurs, cela signifie qu'il y a une séparation entre la direction de la résistance à l'intérieur de Gaza en ce moment
qui vit une invasion de la ville de Gaza. Il y a désormais une déconnexion entre ce qui se passe à l'extérieur dans le monde et ce qui se passe sur le terrain. Et cela signifie que les Américains et les Israéliens ont décidé de mener ce combat jusqu'au bout. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur dans cette affaire. Il n'y aura pas de fin au génocide auquel nous assistons actuellement à Gaza, sauf soit par l'extermination totale des Palestiniens, soit par le retrait de l'Occident. Et c'est un choix qui a été fait par Trump et les Israéliens. Comme vous l'avez mentionné, je pense qu'il ne fait aucun doute que les États-Unis étaient au courant de l'attaque, et ils ont dit qu'ils en étaient informés. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont attaqué la salle de négociation. Ils pensaient, et ils ont laissé tous ces téléphones dans cette pièce. C'est pour cela qu'ils ont attaqué. Ils pensaient que tout le monde se trouvait dans cette salle au moment du bombardement. Il semble que tout le bâtiment ait été évacué avant l'attaque, que les dirigeants du Hamas aient évacué le bâtiment avant l'attaque. Il semble que cela se soit produit à la dernière minute. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais Leth, l'ambassadeur israélien aux États-Unis, et nous avons eu non seulement lui sur Fox News, mais aussi Naftali Bennett. Il parle de la manière dont ils vont attaquer les dirigeants du Hamas et toute personne qui tente de s'opposer aux Israéliens dans chaque pays du Moyen-Orient. Il ne se soucie pas de savoir de quel pays il s'agit. Quel est, selon vous, le message adressé à ces personnes dans la région qui soutenaient, coopéraient ou facilitaient le processus que les États-Unis soutiennent et essayent de mettre en œuvre selon leur propre agenda? Oui, écoutez, les Israéliens sont clairs sur ce qu'ils veulent. D'un côté, nous avons l'élite occidentale qui a cédé et a asservi ses propres citoyens et qui a dit à ses propres citoyens, par la loi, que les suprémacistes juifs sont supérieurs à eux et bénéficient de plus de protection. Vos impôts seront consacrés au projet de suprématie juive dans la colonie. Vos emplois, votre réputation et même des peines de prison vous seront imposés en tant que citoyens si vous ne vous soumettez pas à l'idée que vous êtes inférieur. Voilà ce que l'élite occidentale a fait aujourd'hui à ses propres citoyens. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Qu'une élite d'une civilisation dise à sa propre population qu'elle est inférieure à quelqu'un d'autre. Donc, c'est fait. Maintenant, ce qui se présente à nous, c'est que le reste du monde est également sommé de se soumettre, de dire qu'il existe un peuple élu. L'élite de l'Occident a convenu qu'il existe un peuple élu et que ce peuple élu a le droit de commettre un génocide, de tuer, de voler, piller et de violer en direct à la télévision. C'est ce que l'élite occidentale nous dit. Ainsi, le reste de l'humanité se retrouve désormais face à ce choix. Soit vous vous soumettez, soit vous serez tués. Et le peuple palestinien, le peuple libanais, le peuple iranien, le peuple yéménite, le peuple irakien, les peuples de la région ici, refusent de se soumettre à l'idée qu'il y a quelqu'un qui est élu et supérieur à eux. Donc je pense, regardez ce qui s'est passé juste après l'attaque contre les bureaux du Hamas à Doha. D'ailleurs, la main de Dieu a en réalité sauvé la direction du Hamas à Doha parce qu'ils sont sortis de la salle de réunion, laissant leur téléphone pour prier, car c'était la prière d'Asr. Et ceux qui sont restés dans la pièce étaient leurs assistants et leurs gardes qui ont été tués. Donc, après cet assassinat, quelques heures plus tard, les Israéliens ont attaqué le siège de l'un des plus grands journaux de Sanaa, au Yémen, tuant et blessant des dizaines de journalistes en plein jour. Ils nous disent donc maintenant qu'ils peuvent tuer des journalistes où ils veulent et qu'ils peuvent tuer quiconque s'oppose à eux, n'importe où, jusqu'à ce que quelqu'un leur barre la route. Et il est clair pour moi, au moins, que les monarchies qui dirigent le monde arabe, installées par les Français et les Anglais,
et protégés par les Américains depuis leur création, ne riposteront pas. Mais oui, c'est du jamais vu, car c'est la première fois que les Israéliens attaquent l'un de ces États du Golfe en 80 ans de conflit arabo-sioniste. Oui, c'est significatif, mais nous pouvons aussi étudier l'histoire et voir comment, lorsqu'il y a une résistance, des segments collaborateurs comme les Qataris, les Saoudiens, etc., sont importants, sont significatifs pour un colonisateur. Mais une fois que la résistance est faible et vaincue à leurs yeux, comme dans la situation actuelle, où les sionistes pensent qu'ils peuvent commettre un génocide contre tous les Palestiniens et que personne ne les arrêtera, qu'ils peuvent faire de même en Syrie et au Liban s'ils le souhaitent, et que personne ne les arrêtera, c'est ce qu'ils en sont venus à croire. Le collaborateur, l'agent, l'esclave de maison, n'a alors plus aucune utilité. On s'en débarrasse, car le colonisateur ne respecte même pas le collaborateur. En réalité, on peut lire ce que chaque colonisateur écrivait à propos de la classe qui collaborait avec eux. Il les détestait plus que n'importe quelle autre partie du peuple autochtone qu'il colonisait, car il les considérait comme tellement bas qu'ils étaient prêts à vendre leur propre peuple. Et c'est ainsi que les Israéliens voient les Qataris, les Saoudiens et les Émiratis. Ils estiment qu'ils ont vendu leur propre peuple. Ils ont tellement d'argent et tellement d'influence sur le monde, s'ils le voulaient, qu'ils pourraient libérer la Palestine facilement. Mais ils sont tellement traîtres envers leur propre peuple qu'ils abandonnent leur propre richesse et leur propre force aux sionistes. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas besoin d'eux. Ils n'ont pas besoin d'eux et ils se feront malmener comme cela s'est produit au Qatar. Je pense que ce qui se passe dans l'esprit des États arabes est très important. Disons-le ainsi, si demain Israël attaque l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, peu importe, que peuvent-ils faire? Comment réagiraient-ils? Quelle serait leur politique en réponse, en termes d'attitude face à ce qui s'est passé si un tel événement se produisait? Voici la question. Est-ce que cela va les convaincre que la résistance est la seule raison, la seule barrière, le seul obstacle contre Israël et ce qu'ils cherchent à accomplir dans la région? Quand la réalité va-t-elle les rattraper? Quand vont-ils apprendre? Parce que demain, ils vont attaquer l'un de ces pays. Et ces jouets qu'ils ont achetés aux États-Unis, je ne sais pas s'ils savent les utiliser. Je ne sais pas s'il y a une stratégie. Il y a une armée là-bas en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats arabes unis, appelez ça Bahreïn. Qu'en pensent-ils? Parce que cela va arriver. Tôt ou tard, ils vont être attaqués. Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo montrant un convoi de milices saoudiennes armées traversant la Jordanie pour entrer dans le sud de la Syrie afin de bloquer Souida et d'apporter une aide militaire au gouvernement d'Al-Julani. Donc ces milices venaient d'Arabie saoudite, passaient par la Jordanie pour aller en Syrie. La Palestine était sur le trajet, non? Mais où vont ces miliciens? Ils vont participer à la soumission du peuple syrien. Et la classe dirigeante de ces pays, formée par l'Occident, sait très bien quel est son rôle. Donc non, je ne pense pas. Je pense, voyez-vous. Cette élite sera aussi docile que Hosni Moubarak en Égypte, ou Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie, qui étaient tous deux des esclaves de maison, des vassaux de l'Occident. Et l'Occident, Obama et le Qatar, avec Al Jazeera, les a utilisés comme point de départ du soi-disant printemps arabe, les a remplacés par d'autres vassaux et a déchiré leur pays entier simplement pour pouvoir étendre le printemps arabe en Libye, en Syrie et au Yémen. Ils n'avaient pas vraiment besoin de changer la garde en Égypte ou en Tunisie, qui étaient déjà des vassaux. Ils l'ont fait exprès pour atteindre les véritables cibles.
Alors, où est allé le président de la Tunisie? A-t-il combattu? Quand le moment est venu, et que l'Occident, son propre maître, a décidé de le remplacer par un autre sbire, juste pour faire semblant qu'il y a un mouvement démocratique dans le monde arabe. A-t-il résisté? Non. Il est simplement monté dans un avion et est parti en Arabie Saoudite avec tout l'argent de la Tunisie. Et plus personne ne se soucie de lui aujourd'hui. Qu'est-il arrivé à Moubarak? A-t-il résisté? Non plus. Là encore, on lui a permis de partir avec son argent, et ainsi de suite. Et cette famille Saoud, la famille Nahyan, les Hachémites, quand le moment viendra, quand l'Israélien dira « Hey, je vais achever le projet du Grand Israël », ils saisiront simplement leur sac d'argent et iront volontiers dans une capitale étrangère qui les attend déjà. Le Liban est à mon avis confronté d'une certaine manière au même type de problème, car ce qui s'est passé au Qatar aurait des conséquences pour le gouvernement libanais qui essaye de faire pression sur le Hezbollah pour qu'il se désarme. Donc, sans le Hezbollah, sans leur pouvoir, leur puissance militaire, leur pouvoir politique, comment vont-ils répondre à Israël si Israël attaque à nouveau dans le sud du Liban? Quelles garanties essaient-ils de mettre sur la table? Quels arguments avancent-ils pour justifier leur position? Oui, le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, s'est exprimé plus tôt aujourd'hui et a abordé beaucoup de ces sujets. La première chose qu'il a clairement affirmée, c'est que le Hezbollah ne remettra aucune arme, quelles que soient les conditions, et qu'il est prêt à se battre jusqu'au dernier homme pour cela. Donc c'est réglé. Cela n'arrivera pas. Nous avons également vu plus tôt dans la semaine, lorsque le gouvernement a adopté ce plan de désarmement du Hezbollah, qu'il n'y avait pas de quorum. Un grand nombre de ministres ont refusé de venir et ont depuis démissionné. Il y a aussi eu un énorme changement entre la première proposition présentée par le Premier ministre Nawaf Salam et celle qui a été votée cette fois-ci, qui comportait des étapes. Et dans ces étapes, il s'agit de l'acceptation et de l'élaboration d'une stratégie de défense nationale, c'est-à-dire de la création d'une armée capable de défendre le pays. Donc cela n'arrivera pas. L'Occident ne permettra pas au Liban d'avoir une armée capable de se défendre. Par conséquent, il n'y aura pas de désarmement du Hezbollah. Une autre chose que le cheikh Naïm Qassem a dite dans son discours, et cela s'adressait, je pense, au gouvernement libanais et à la population libanaise, c'est que Lindsey Graham, lorsqu'il était ici à Beyrouth, a dit « Ne me demandez pas ce qu'Israël fera ou ne fera pas, tant que vous n'aurez pas désarmé le Hezbollah. Et lorsque vous aurez désarmé le Hezbollah, alors nous verrons ce qu'Israël veut faire. » Donc le point est qu'il n'y a aucune garantie pour quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et les États-Unis eux-mêmes ne garantissent rien. Ils disent que si vous désarmez le Hezbollah, nous ne pouvons rien garantir. Mais nous savons que si vous ne désarmez pas, Israël va vous bombarder. Voilà ce qui est mis sur la table. Et évidemment, le Hezbollah ne va pas se désarmer. L'autre chose, c'est qu'il a adressé une partie de son discours aux pays du Golfe. Et il est certainement plus diplomate que moi et plus conciliant que je ne le serais. Mais il a dit que ces États, s'ils veulent se défendre sans même combattre, tout ce qu'ils ont à faire, c'est soutenir la résistance en Palestine et au Liban. Et cela suffira à libérer la Palestine, simplement en soutenant ceux qui résistent. Et s'ils ne peuvent pas faire cela, ou lancer leurs propres actions de défense, alors au moins qu'ils ne poignardent pas la résistance dans le dos. Maintenant, vont-ils arrêter une habitude qu'ils ont accumulée depuis un siècle en tant que régime? Je suis plus intransigeant à ce niveau. Je peux discerner des schémas d'État
pas seulement d'individus, évidemment. Donc, nous ne personnifions pas la réalité des choses. Et je ne pense pas que les Israéliens attaqueront de sitôt. Il y a eu une fenêtre au cours des 2 dernières semaines qui était bien plus dangereuse. Je pense qu'à l'heure actuelle, étant donné qu'il existe des enquêtes menées auprès de la population libanaise, plusieurs, y compris certaines réalisées par des think tanks impérialistes, qui montrent que 96% des chiites au Liban sont contre le désarmement, 60% des sunnites sont contre le désarmement, et 48% des chrétiens sont contre le désarmement du Hezbollah. Nous avons donc une majorité claire dans le pays, plus de 65% de la population, qui s'oppose au désarmement. C'est une position transcommunautaire. Et quiconque veut comploter contre le Hezbollah en ce moment n'a pas la rue de son côté. Les États-Unis, s'ils veulent le désarmement du Hezbollah, ou si les sionistes le veulent, ils devront se battre eux-mêmes pour l'obtenir. Cherchent-ils à instaurer le même type de modèle qu'ils ont en Syrie, au Liban? Parce qu'en Syrie, il n'y a rien en ce moment. Pas de système de défense aérienne, pas d'armée, rien. Juste un groupe de personnes qui se rassemblent, différentes factions qui se réunissent, et je ne sais pas s'ils obéissent à Al-Jolani ou s'ils font simplement ce qu'ils veulent, à en juger par leur comportement. Après tout, voyez-vous la même stratégie s'appliquer au Liban? Do you see the same sort of strategy when it comes to Lebanon? Je pense que le modèle syrien a été tenté ici. Juste après la chute du gouvernement Assad, les unités d'élite du HTS, les bandanas rouges, ont essayé d'envahir le nord du Liban et ont été écrasés par les tribus et clans du nord du Liban, sans intervention immédiate et directe du Hezbollah. Ils ont eu besoin de la couverture aérienne des avions israéliens pour pouvoir se retirer des embuscades où ils étaient encerclés. Les bandanas rouges allaient être complètement anéantis par ces membres des tribus du nord du Liban. Il n'y a donc aucune possibilité d'utiliser ces escadrons de la mort wahhabites pour envahir le Liban en ce moment. Ils sont trop occupés à l'intérieur de la Syrie, et le pays n'est même pas sous le contrôle de qui que ce soit. On peut même dire qu'ils sont un peu plus pauvres qu'avant d'essayer de prendre Damas. Je ne pense donc pas qu'ils soient prêts à mener ce combat. Jusqu'à présent, les Israéliens ont suivi ce schéma de bombardement aérien constant, simplement pour empêcher le pays, le Liban, d'avoir un moment de répit. Cela fait partie de la guerre psychologique, pour que les gens se sentent frustrés par l'absence de changement. Cela fait 9 mois que le cessez-le-feu est entré en vigueur. C'est donc leur principale stratégie, dans l'espoir qu'elle déstabilise la base de soutien à la résistance et renforce les collaborateurs avec l'Occident pour prendre le contrôle du pays. C'était toute leur stratégie, et cela n'a pas fonctionné. Plus cela dure, plus la reconstruction du pays avance rapidement, ou plus le Hezbollah a le temps de reconstituer ses armes et ses structures, ce qui, à mon avis, est désormais totalement achevé, leur réarmement et leur reconstruction structurelle. Donc, ce n'est pas possible. Je pense que les Israéliens pourraient tenter une aventure et attaquer le Liban au-delà des frappes aériennes, tant ils sont frustrés que leurs autres plans ne fonctionnent pas. Laith, voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur israélien aux États-Unis à la suite de l'attaque. Monsieur l'ambassadeur, je comprends cela. Et évidemment, Israël est constamment attaqué. Dans ce cas, des responsables qataris et la direction du Hamas affirment que vous n'avez pas atteint les cibles que vous visiez. Ils condamnent évidemment cette attaque comme une attaque à l'intérieur d'un pays allié des États-Unis. Ici, à la Maison-Blanche,
les États-Unis expriment leur inquiétude, estimant que cela n'a pas fait avancer les objectifs des États-Unis ou d'Israël. Et vous avez les États du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, qui publient des déclarations très fermes de condamnation. Alors avez-vous atteint les cibles que vous recherchiez? Si nous ne les avons pas eus cette fois-ci, nous les aurons la prochaine fois. Israël, sous la direction du Premier ministre Netanyahou, est en train de changer le visage du Moyen-Orient. Oui, nous ne les avons pas eus cette fois-ci. Ils seront là la prochaine fois. Et ils en parlent. Ils vont attaquer à nouveau pour tuer, pour assassiner les dirigeants du Hamas. Mais ce qu'il a dit me paraît incroyable, qu'Israël a changé la face du Moyen-Orient. Voyez-vous, malgré ce génocide et cette famine qui se déroule à Gaza, voyez-vous Israël gagner stratégiquement ou militairement, même dans le cas de Gaza. Ils n'ont pas pu vaincre le Hezbollah. Ils n'ont pas pu vaincre le Hamas. Ils ont été vaincus dans le sud du Liban, sur le terrain. Et je ne vois pas en quoi ce qui se passe en Syrie pourrait leur être bénéfique à long terme. Parce qu'on peut dire qu'Erdogan est hypocrite et que le gouvernement turc n'agit pas comme il le prétend. Ils condamnent Israël, mais ils ne font pas leur travail pour mettre la pression sur Israël. Mais il ne se passe rien de bon entre les deux pays en Syrie, disons-le comme ça. Et dans le cas de l'Iran, dans le cas du Yémen, ils ont attaqué et tué des gens dans les deux pays, des personnes importantes. Mais alors, quel est l'avantage stratégique pour Israël? Eh bien, encore une fois, la seule chose qu'ils voient, c'est qu'ils sont en train d'établir la norme et que personne ne les arrête. Je veux dire, mets-toi à leur place. Ce type semble vraiment grisé par cette tentative d'assassinat. Il y voit un pouvoir donné par Dieu et il compte remodeler des régions entières et des peuples selon sa volonté. Et tant que les Turcs, les Qataris ou d'autres ne font que parler, qu'est-ce que ça lui fait? Cela n'a aucune importance pour les Israéliens, peu importe combien on parle. Et ils sont vraiment convaincus de cette idée qu'ils sont un peuple élu. Et l'Occident a accepté cela. Beaucoup de ces soi-disant États abrahamiques l'acceptent vraiment. Quiconque accepte l'existence de la colonie sioniste dit en réalité « Oui, il y a un peuple élu, et je n'en fais pas partie. Pardonnez-moi, peuple élu. » C'est ce que cela signifie. D'accord. Est-ce que la Turquie reconnaît l'existence d'Israël? Oui. Est-ce que la Turquie commerce avec Israël? Oui. Donc la Turquie reconnaît alors qu'ils sont inférieurs. Erdogan dit à sa propre population qu'il y a un peuple élu et que vous n'êtes pas ce peuple élu. Donc oui, ils peuvent tuer qui ils veulent, où ils veulent, avec le soutien de l'Occident. Ce qui est fou avec la suprématie juive et tous ces dirigeants israéliens, la façon dont ils parlent, nous pouvons vous atteindre où nous voulons, c'est qu'en réalité, ce ne sont que de minuscules cafards qui ne pourraient pas survivre dans notre région sans l'approvisionnement ininterrompu de l'Occident. Si, ne serait-ce qu'un jour, l'Occident arrêtait de leur fournir toutes les armes, l'argent et la couverture médiatique, rien qu'un jour, ils s'effondreraient. Il n'y a rien de puissant chez Israël. Il n'y a rien de scientifiquement avancé chez eux par rapport aux autres. Ils ne sont pas plus intelligents, ils ne sont pas plus rusés. Il n'y a rien de spécial chez eux. Vous savez, c'est juste, ils disposent d'un approvisionnement inépuisable de ressources venant de l'Occident, qui leur sont données au détriment de la population occidentale pour atteindre des objectifs que l'Occident n'a pas le temps de poursuivre. Qui a le temps de passer 15 ans à créer un stock de pagets contaminés avec des explosifs afin de commettre le crime de guerre de l'attaque terroriste au Pagets contre le Hezbollah? Même les États-Unis n'ont pas le temps de gaspiller 15 ans à mettre en place une telle chaîne de production juste pour atteindre le Hezbollah.
Cela montre à quel point l'argent et le soutien de l'Occident sont véritablement illimités. Donc, Israël cesserait d'exister si l'Occident arrêtait son soutien ne serait-ce qu'un seul jour. Je pense qu'avec le temps, en regardant Israël, Leith, pour être honnête, aujourd'hui est ce que c'était avant le 7 octobre 2023. Beaucoup de gens pensaient qu'Israël était d'une certaine manière tellement avancé, que leur armée était si compétente, qu'ils étaient si puissants. Mais tout est en train de s'effondrer. Tout s'écroule sous nos yeux. C'est la réalité de ce qui se passe en Israël. Et leur économie, comme tu l'as mentionné, ne va pas bien sans l'aide des États-Unis. C'est la réalité à laquelle ils font face au Moyen-Orient. Même les personnes que tu as mentionnées dans les États arabes ne peuvent pas ignorer la réalité de ce qui se passe en Israël. La Turquie le sait. Les Émirats arabes unis le savent. L'Iran sait ce qui se passe. Le Yémen, ils ne vont pas reculer après l'assassinat du Premier ministre et de son cabinet. Donc, en prenant tout cela en compte, pensez-vous qu'avec le temps, alors que la communauté internationale semble se désintéresser de ce qui se passe à Gaza, quel est le devoir de tous ces pays qui, d'une certaine manière, saisissent la réalité de la situation à Gaza? Parce qu'il faut être honnête, tout ce qui se passe dans la région est totalement lié à ce qui se passe à Gaza. En Palestine, en Cisjordanie, ils ne peuvent même pas laisser Mahmoud Abbas, qui est complètement sous leur contrôle, se rendre aux Nations Unies. Il doit donc y avoir une sorte d'alternative. Quel est l'état d'esprit de la résistance face à cela? Je pense que le Yémen fait vraiment un excellent travail en montrant au reste du monde comment résister, même avec des ressources aussi limitées que celles dont dispose le pays. Nous avons vu, au cours de la semaine dernière, plusieurs attaques contre l'aéroport Ramon, documentées même depuis les téléphones des personnes présentes à l'aéroport au moment de l'arrivée des missiles et des drones. Ils ont frappé l'aéroport Ben Gurion. Ils ont touché des bureaux militaires à Jérusalem et à Tel Aviv, avec des missiles hypersoniques, à ogives multiples, des ogives fragmentées. Donc vous voyez, le Yémen fait un excellent travail. Et c'est pour cela que les Israéliens sont vraiment féroces. Regardez comment ils ont attaqué le Yémen. Des bureaux de journaux aujourd'hui à Sanaa, tuant des dizaines de journalistes et en blessant beaucoup d'autres. Voici comment Israël répond aux capacités du Yémen. Et si la résistance ici continue ainsi, je ne sais pas combien de temps les États-Unis et l'Occident pourront tenir. Mais regardez, tout le monde dans le monde doit comprendre qu'en ce moment, votre vie, que vous soyez américain, européen, canadien ou brésilien, ne vaut rien, tout aussi peu que la vie palestinienne. C'est ce que disent les Israéliens et ce que l'élite occidentale a établi comme norme. Il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de droits humains, il n'y a plus de droit pour le journalisme, il n'y a plus de droits médicaux, il n'y a plus de droit, point final, droit des enfants, droit des femmes. Rien de tout cela n'existe. C'est la loi de la jungle. Donc, ceux qui regardent partout dans le monde doivent agir non seulement pour mettre fin au génocide à Gaza, mais aussi pour se protéger du génocide qui risque de les frapper à leur tour. Voilà ce qui se passe. La réalité, c'est qu'en ce moment, la vie n'a aucune valeur. Il n'y a aucune protection pour la vie, d'accord? Et en fait, l'élite occidentale nous dit que la vie est le problème, vous voyez? Les populations, il faut les réduire. La consommation, il faut l'arrêter. Le mariage et la famille, il faut y mettre fin. Donc ce que les gens doivent faire est aussi important que ce que les États doivent faire. La Russie et la Chine pourraient faire beaucoup, beaucoup plus, évidemment. Et le poids économique que la Chine a aujourd'hui peut être utilisé.
Je veux que le dragon chinois vienne un peu bousculer les choses. On pourrait utiliser le commerce. Ces nouveaux blocs émergents, que ce soit les BRICS ou l'Organisation de sécurité en Asie, devraient en réalité s'exprimer plus fermement, utiliser leur puissance commerciale, leur puissance militaire, pour contribuer à mettre fin à ce génocide. Parce que voyez-vous, les États-Unis sont tellement enhardis à commettre ce génocide. Ce sont les États-Unis qui le commettent à Gaza, car il n'existe pratiquement pas d'Israël sans les États-Unis. Ils sont tellement enhardis qu'ils ont changé le nom de leur ministère de la Défense, passant du département de la Défense au département de la guerre. Les États-Unis envoient actuellement des flottes de navires pour assiéger et menacer le Venezuela. Les États-Unis sont désormais tellement enhardis qu'ils nous annoncent leur retour à la panoplie impériale complète, ouvertement. Tandis qu'Israël commet ouvertement un génocide, les États-Unis vont également rendre sa grandeur à l'Amérique en commettant leur propre génocide. Et si la Chine et la Russie continuent de ne pas prendre la situation en Asie de l'Ouest aussi au sérieux qu'elles le devraient, il sera trop tard. Le Venezuela aura disparu. Cuba, qui sera le prochain? La Bolivie est déjà tombée aux mains des néolibéraux. Combien de pays restera-t-il si la Chine et la Russie n'agissent pas de manière plus énergique? En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la seule alternative, puisque les États-Unis ne vont rien faire. En gros, nous avons eu l'administration Joe Biden, maintenant l'administration Trump. Rien ne sortira de ces administrations aux États-Unis. La seule opportunité, la seule alternative serait que la Russie et la Chine, et peut-être la Turquie, sortent de ce genre de décisions stupides et adoptent une attitude plus rationnelle. Ce qui aiderait l'ensemble du processus, avec l'Iran. Parce qu'après tout, pour être honnête, je ne vois rien venir des États arabes, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn. Je ne parle pas du peuple. Ces gens sont très rationnels. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils essayent de faire de leur mieux pour transmettre leur message au gouvernement. Mais au final, c'est le gouvernement qui décide de tout. Voilà pourquoi. Oui. Merci. Allez-y. Oui, désolé. Oui, absolument. Écoutez, il doit y avoir plus de rébellion. Les gens en Occident doivent se révolter, comme ils l'ont fait dans les générations précédentes. Les choses doivent devenir sérieuses pour que l'élite occidentale arrête la marche vers la guerre mondiale, comme nous le voyons aux frontières de la Pologne, de la Biélorussie et de la Russie. Ils alignent leurs troupes. Les États-Unis s'alignent aux frontières du Venezuela. Et les champs de mort continuent de s'étendre en Asie de l'Ouest. Les gens en Occident doivent se révolter, prendre les choses plus au sérieux, car vous serez les prochains. Et bien sûr, les gens en Turquie souffriront aussi. Tout le monde va souffrir, tant qu'il y aura cette colonie suprémaciste dans nos cœurs ici. Et que le monde restera dans ce vide, sans droit international, sans agence internationale. Un nouveau monde doit naître. Et cela ne peut se faire sans que nous y travaillions tous ensemble. Oui, exactement. Merci beaucoup, Laith, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. À bientôt. Au revoir.